Comment vous allez, Toulouse? Wow. C'est vrai qu'ils se sont énervés un petit peu, mais ok, j'ai l'impression que ça va bien. Bienvenue pour cette conférence avec nos comédiens de doublage qui sont ici présents, Jean-Pierre Michael, Damien Boisseau. Vous pouvez les applaudir encore, s'il vous plaît. Messieurs, toujours un plaisir depuis hier de vous avoir encore une fois sur cette scène du TGS, la deuxième scène puisqu'on était dans l'amphithéâtre hier. Là, on est dans l'hémicycle maintenant, on est un peu plus restreint, là, plus intime, j'ai envie de vous dire, plus intime. Mais voilà, vous aurez peut-être plus de facilité à poser vos questions et autres, ça va être assez cool. Comment ça va se passer? Vous savez, en ce moment, on parle beaucoup d'IA, des dangers de l'IA dans le milieu du doublage et autres, bien entendu. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va passer quelques petites vidéos avant, et ensuite après, on parlera de l'IA avec Damien et Jean-Pierre, et ensuite, eh bien, vous savez quoi, je vous laisserai libre de poser vos questions sur le métier du doublage et de la comédie. Voilà, on a la chance d'avoir deux grands comédiens avec nous, ce serait dommage de passer à côté et de ne pas leur poser des questions. Donc voilà, je vous fais confiance, on va envoyer la première vidéo, qu'elle sera suivie d'une seconde vidéo, qui est une interview de Jean-Pierre. Et ensuite, après, on débattra ensemble pendant quelques minutes avant les petites questions. Ok, ça vous va, monsieur? C'est parfait. C'est parfait. Eh bien, écoutez, parfait, c'est parti. Bonjour, je suis Brigitte Lecordier. Dorothée Pousséo. Adeline Chetaille. Laurent Ward. Pascal Chemin. Nina Lacombe. Je suis comédienne. Je suis comédien et je suis la voix française de Morgan Freeman. Pumba, Hakuna Matata, Samuel L. Jackson. Freezer, Jim Carrey. Mark Simpson. je suis la voix française de Mel Simpson. Et notre métier pourrait totalement disparaître. Ils vont briquer tout blanc. Espèce d'enfoiré! Non, c'est pas une blague. Si l'intelligence artificielle nous remplace, Ce sont plus nos voix. Des voix humaines que vous entendrez dans les films. et des voix de robots, qui auront été générées par le vol de nos voix. sans notre consentement, ni traçabilité. Oui, les IA sont nourries de toutes nos créations pour fonctionner. Cela touche le doublage. Mais aussi tous les artistes, Les graphistes, musiciens, écrivains, chanteurs. Pas tous, quoi. Pinesse. Vous avez compris, la culture est en danger, car l'IA n'inventera plus rien. Ça n'est pas un génie, petit canaillou. Et n'importe qui pourra s'en servir. Pour des arnaques de plus en plus crédibles, Nous usurpons par exemple votre identité. Ou celle d'un proche. doublage, jeux vidéo, Et tous les métiers liés à la voix. ce sont plus de 15 000 emplois. Artistes, production. ingé son, direction artistique, Sans oublier les auteurs et les adaptateurs. Si nous faisons ce métier, c'est pour défendre un accès à la culture pour tous. À travers notre sensibilité, nos émotions. Alors, exigez avec nous qu'elle soit de qualité. Un grand doublage implique de grandes responsabilités. Vous qui êtes attachés à vos voix. Aidez-nous à les faire entendre Auprès de notre ministre de la Culture, Rachida Dati. Pour que le doublage en France Reste une exception culturelle. Vous pouvez la taguer en commentaire partager en story. et signer la pétition dans nos bios respectives Hashtag touche pas ma VF. Touche pas ma VF. Touche pas ma lèvre. Pour que les versions françaises soient faites par des artistes Par des humains. et jamais par des machines. Merci de votre soutien et n'oubliez pas d'être exigeant. Vous n'allez tout de même pas laisser le doublage à Thanos. Je suis la voix française de Morgan Freeman. Pumba, Hakuna Matata, Samuel L. Jackson. Freezer. Jim Carrey. Mark Simpson. Pinesse. Si l'intelligence artificielle nous remplace, Ce sont plus nos voix. Des voix humaines que vous entendrez dans les films. et des voix de robots, qui auront été générées par le vol de nos voix. Pour que le doublage en France Reste une exception culturelle. On les connaît tous, hein, Bah oui, c'est génial. on les reconnaît, vos voix qui sont uniques, mais qu'on risque en fait de vous voler parce que c'est bien réel et c'est à court terme, parce qu'aujourd'hui on sait prendre votre voix, la copier et puis faire lire n'importe quel texte à un ordinateur en fait. Absolument, n'importe qui déjà peut, en allant sur YouTube ou autre, se nourrir et nourrir son IA d'une de nos voix et réutiliser ça à l'infini. Moi, ça m'arrive déjà, je vois des reels avec ma voix sur Keanu Reeves ou d'autres comme ça qui sont mises en place sans notre autorisation et sans nos accords personnels. Et évidemment, c'est des emplois en jeu, c'est des sous. On voit bien en jeu.
Exactement, concernant le doublage, c'est 15 000 emplois qui seraient menacés par ces outils d'intelligence artificielle qui pourraient effectivement alimenter toute la chaîne du doublage. Donc il y a un véritable cri en fait que l'on porte auprès de la ministre de la Culture Rachida Dati pour vraiment sauvegarder ce patrimoine culturel français, puisque le doublage c'est pas de la traduction, c'est une adaptation avec des références et puis c'est surtout dans le cœur des Français toutes ces voix que l'on entend depuis presque 60 ans. Donc ça fait partie de notre culture, de notre patrimoine, c'est très important. Moi j'ai une petite question. Est-ce que le risque c'est qu'on vous pique votre voix et qu'on les mette effectivement dans l'intelligence artificielle et qu'à l'infini, voilà, sans vous demander l'autorisation et sans vous donner quelque argent que ce soit, on se sert de cette voix-là? Ou est-ce que le risque c'est qu'on se dise qu'on n'a plus besoin des comédiens de doublage et qu'on crée d'autres voix par ordinateur? C'est ça, le futur risque, ce qui va arriver, c'est à partir de ma voix, mais comme de celle de tous mes camarades, ou de toutes les voix qui existent, qui ont été prises sur des réseaux sociaux ou autres, on peut créer n'importe quelle voix, n'importe quel style, on peut même reprendre la voix du comédien original. Exactement, j'allais dire, on n'a même plus besoin de la changer. En français. On la traduit juste Absolument. en fait. Ouais. Mais demain, ça peut être aussi le visage des comédiens. Mais ça peut être nous aussi, hein. On sait très bien que ça n'est pas que le doublage. Il y a aussi, il y a les emplois, mais il y a derrière le ton, les tripes, l'intelligence artificielle, c'est bluffant, mais vous mettez quand même quelque chose du comédien que vous êtes. Le vrai défi est là, de savoir si éthiquement on veut demain des émotions créées par une machine qui imite l'humanité, qui traduit, qui imite, ou si on veut donner à nos enfants, quand ils vont regarder des dessins animés, quand ils vont regarder des films, avoir des émotions humaines transmises pour l'humanité avec du jeu. Voilà, donc vous en savez un peu plus, tout du moins sur ce qui se passe à l'heure actuelle, sur les dangers de l'IA. Moi, ma vraie question, c'est là, comme on l'expliquait hier, pour Damien et pour Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il en est, cette vidéo qui a été tournée, elle a été faite il y a déjà quelques jours, est-ce qu'il commence à avoir des retombées? Est-ce que notre ministre a eu vent de cette vidéo? Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Il y a eu une rencontre entre l'association des voix, qui elle-même fait partie d'une unité, une union un petit peu plus générale, mondiale maintenant, sur les voice acteurs professionnels. Il y a eu une réunion avec des membres du cabinet de Rachida Dati, au ministère de la Culture. Pour l'instant, ils s'intéressent au problème, ils écoutent attentivement, comme on dit. Aucune décision n'a été prise et je crois que les choses vont tellement vite que tout le monde est un petit peu dépassé actuellement dans ce qui se passe et que je crois que personne ne mesure exactement, ou en tout cas ne veut pas mesurer l'importance, parce que ça ne concerne pas que les voix, mais ça concerne la société entière, les progrès que fait cette IA et la vitesse à laquelle elle va tous nous remplacer. Donc on attend de voir, j'espère que les choses vont être prises en main, ça sera au niveau européen aussi, il le faut, pour la protection des données, parce que tout ça est fait à partir du vol, ce qu'on disait dans la vidéo, à partir du vol de nos voix, donc de nos données, qui se retrouvent sur des serveurs américains, parce que la plupart des choses sont traitées par une IA américaine, chinoise ou autre. Donc ça veut dire qu'il y a aussi de gros problèmes au niveau de l'Europe sur la protection, ce qu'on appelle le GDPR et les autres protections de données générales. Donc il faut que les choses soient mises en place, protégées, et j'espère qu'ils vont réagir assez vite. Alors justement, Jean-Pierre, même Damien, qu'est-ce qui pourrait être mis en place? Parce qu'on essaye de trouver des solutions, tout le monde déjà de parler avec les personnes adéquates et voir un petit peu ce qui pourrait se faire, mais quelles seraient les solutions adéquates justement pour protéger vos métiers? Alors, déjà une transparence totale des sources, de ce qui est utilisé par ces IA. Parce que pour l'instant, encore une fois, elles sont nourries, et ils ont beau dire non, pas du tout, ceci, cela, elles sont nourries de tout ce qui traîne sur Internet. C'est-à-dire, ils peuvent descendre le catalogue YouTube de toutes les interviews, de ce qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui, qui va se retrouver à un endroit ou à un autre, et tout ça sans l'autorisation de quiconque, de tous ceux qui pourraient avoir ces droits-là. Donc c'est du vol qui nourrit une intelligence artificielle qui, elle, va pouvoir créer de la valeur. Donc déjà, essayer de retracer les choses, dire que s'il y a utilisation, il y a forcément des droits, et donc des choses à rémunérer d'une certaine façon. Et ensuite, à un niveau un petit peu plus supérieur, c'est quelle politique on veut faire pour accompagner ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à partir du moment où vous vous adressez
à de l'humain, c'est-à-dire à vous qui écoutez, qui regardez les films, à vos enfants qui sont nourris par les dessins animés, les propos qu'ils vont entendre, les émotions qui vont les fabriquer, qui vont les faire grandir, qui vont les émouvoir. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que éthiquement, on trouve ça normal que ça soit fait par un serveur aux États-Unis qui retransmet une voix qui n'existe pas, qui n'a jamais été créée, si ce n'est imitée par des choses? Ou est-ce que on préfère que ce soit un humain qui a essayé de rejouer ces créations-là? Par exemple, il y a la série Miraculous, qui est une série française. Le créateur lui-même dit il est hors de question de mettre de l'IA là-dedans. Moi, je m'adresse à l'émotion. Et aux enfants, pour ça, je ne peux pas mettre une IA sur ce genre-là. Mais il n'aura peut-être pas le choix demain, parce qu'économiquement, il y a beaucoup de distributeurs et de producteurs qui vont dire j'appuie sur le bouton, ça me coûte 50 fois moins cher. Et je ne paye aucun droit à personne pour le faire, puisque je crée des voix qui n'existent pas. Ce qui arrive déjà sur certains dessins animés. Pour l'instant, la qualité est assez pathétique. Mais les progrès que fait l'intelligence artificielle sont tels que d'ici peu de temps, on va s'y habituer. C'est ça le pire. Oui, c'est ça. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que la qualité devienne de plus en plus basse. Et que c'est ça, moi, qui me fait un peu peur, c'est qu'on a l'impression qu'on tire un peu tout vers le bas, quoi. Donc plus on est exigeant, d'ailleurs c'est ce qu'il dit dans la vidéo, plus on est exigeant avec la qualité artistique et mieux c'est. Voilà, c'est ça qui est très important. Voilà, sinon Jean-Pierre a tout dit, quoi. Ce qu'on demande d'abord, c'est une transparence sur les données, savoir comment ils ont... Parce que c'est normal à ce moment-là, si on a utilisé des données privées, de le dire. Et donc ça les oblige, si on les oblige à donner leur source, c'est déjà un gros pas. Et puis, ça c'est la première partie. Et puis la deuxième partie, c'est d'essayer de défendre. Alors ce qu'il faut que les Américains arrivent à comprendre, mais ça, je sais pas, c'est que le doublage en France, on voudrait que ça soit une exception culturelle, c'est-à-dire que en France, le doublage n'est pas qu'un simple copier-coller, une simple... c'est pas c'est pas une traduction, c'est pas un copier-coller. C'est vraiment une réinterprétation. Les acteurs, voilà, on met des voix qui sont pas forcément des voix qui correspondraient pile-poil, mais on sait que le tempérament du comédien va correspondre pile-poil à cet acteur-là, et c'est comme ça qu'on a eu des doublages contemplus qui plaisent beaucoup aux Français, et avec des voix qui ont fini par les marquer, et ça fait partie de l'entité de ce comédien, même si pourtant, en vérité, il ne parle absolument pas français. Donc ça, on aimerait que les Américains le comprennent. Ce n'est pas une simple translation, une simple traduction, et ce n'est pas un copier-coller français-anglais. C'est une recréation, c'est une réinterprétation. Et ça peut être, dans beaucoup de cas, un enrichissement du film. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas cette désagréable impression, tu parlais des Américains, là, depuis tout à l'heure, Damien, que les Américains ils prêchent pour leur paroisse, c'est-à-dire qu'ils font un petit peu leur truc de leur côté, mais que le reste du monde, donc, qui est concerné par le doublage, justement, je parle notamment de la France, qui est considérée comme l'un des meilleurs doublages au monde, les créateurs du doublage d'ailleurs, on a l'impression que les Américains font leur petit truc de leur côté, mais ne regardent pas le reste, ils ne regardent pas les problématiques que ça va engendrer avec le reste. Vous aussi, vous avez cette impression ou pas? C'est-à-dire que les Américains, c'est des businessmen, quoi. Ils sont là pour... N'oubliez pas que chez eux, le cinéma, c'est une entreprise, quoi. C'est beaucoup moins artisanal que chez nous. Donc, je crois que c'est assez inhérent à l'état d'esprit américain que de s'inquiéter que de ses propres intérêts. Ça se voit sur toutes leurs actions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques. C'est America Great Again et America First. Donc évidemment, il y a une course en ce moment à l'IA, parce que c'est récent, c'est une révolution, pas seulement temporaire, mais de société. La société de dans 5 ans ne sera plus celle d'aujourd'hui. On va tous vivre une autre vie, très différente à partir de maintenant qu'on sait l'endroit où elle va. Ce qui se passe déjà dans les coulisses et les progrès qui sont faits, qui ne sont pas encore publics, sont ahurissants. Et je pèse mes mots, c'est-à-dire que vous allez voir apparaître des choses dingues dans l'IA, dans ce qu'elle crée. C'est merveilleux parce que ça va apporter une plus-value à l'humanité intéressante scientifiquement, médicalement, sur plein de domaines. Ça va aussi créer beaucoup de choses, c'est très disruptif, c'est vraiment une nouvelle révolution aussi forte que l'arrivée de l'électricité, aussi forte que, même plus forte
forte que l'arrivée d'Internet, à mon avis. Et donc ça va créer beaucoup de choses qu'il va falloir réinventer. Et les États-Unis sont dans cette course-là, la Chine aussi, et la France doit l'être. Elle ne doit pas rester en arrière. On ne peut pas dire aujourd'hui, non, on refuse toute l'IA, parce que c'est impossible. C'est un train, et un train, vous n'avez pas intérêt à rester devant, il vaut mieux courir avec pour essayer de monter dessus. Donc il faut trouver le juste milieu de cette vie avec l'IA qui va tous nous accompagner demain dans nos téléphones. Et à mon avis, vous allez voir ce qu'Apple va annoncer dans un mois ou deux là, avec sa nouvelle version. Et demain, ça va être notre vie, quoi. Donc il faut vivre avec, mais il va falloir, plutôt que de se faire remplacer, il va falloir se faire accompagner par l'IA. Il va falloir vivre avec, pas vivre contre. Et c'est ça le vrai enjeu, le véritable enjeu. On parlait tout à l'heure de propriété intellectuelle par rapport à la voix. Pour les personnes qui ne connaissent pas nécessairement, c'est vrai qu'on sait qu'il y a un droit à l'image. C'est vrai qu'on sait moins qu'il y a peut-être un droit à la voix. C'est votre voix, c'est votre propriété. Comment ça se passe là? Il y a une législation là-dessus et on peut utiliser vos voix. Alors, pas nécessairement peut-être par IA, mais on peut utiliser vos voix pour des vidéos qui vont être monétisées ou pas. Comment ça se passe? Il faut demander. C'est-à-dire que la voix, c'est comme l'image. Vous avez un droit à l'image, vous avez le droit de refuser qu'on utilise votre image. On n'a pas le droit d'utiliser la voix de quelqu'un sans lui donner son avis. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le RGPD. C'est ça? Absolument, mais c'est même ce que vous avez vu, le scandale Scarlett Johansson qui vient de se passer, puisque le patron d'OpenAI lui a demandé en septembre d'utiliser sa voix pour justement sa nouvelle version parlante de ChatGPT. Elle avait refusé. Il s'en est quand même... Ils ont fait une voix qui lui ressemble en disant qui lui ressemble très très fort, puisque tous ses copains lui ont dit dis donc, je ne savais pas que tu prêtais ta voix. Et donc évidemment, elle a pété un câble, alors que la veille même de cette annonce, il lui avait encore redemandé si elle voulait bien le faire. Elle a toujours refusé. Donc là maintenant, elle est quand même très très furieuse. Comme quoi, c'est son identité, que ça lui a été volé et que ça ne se passe pas bien. Donc oui, c'est une partie essentielle d'un être humain, c'est l'émotion qui passe par la voix, c'est notre moyen de communication principal. Donc c'est très important, évidemment, et ça doit être protégé aussi. On va maintenant passer à autre chose. On peut parler aussi de l'IA, mais on va passer aussi au métier du doublage. Je pense que c'est tout aussi intéressant, croyez-moi, justement. Est-ce que vous avez des questions pour Jean-Pierre ou pour Damien? N'hésitez surtout pas. Vous levez la main et vous posez une petite question. Oui. Comment tu t'appelles? Tom. Tom, tu peux parler, t'inquiète, on t'entendra bien. Ah d'accord, super. Oui, je me posais une question parce que je vois au niveau des droits d'auteur, notamment c'est le cas sur les plateformes type YouTube, etc. Au niveau des musiques, il y a Universal qui a énormément de droits sur les musiques, etc. et qui ont du coup des robots pour identifier les musiques dans des vidéos. Et c'est assez efficace pour retrouver les vidéos, il y a des musiques qui ne sont pas autorisées. Mais ça marche bien parce que c'est une entreprise multinationale, etc. qui a beaucoup de moyens et aussi qui sont les principaux actionnaires dans YouTube avec les publicités, etc. Mais je me demandais, est-ce que ça aussi, c'est pas un problème, le fait de ne pas avoir suffisamment d'impact peut-être sur des plateformes comme Google, etc., pour pouvoir justement faire valoir ses droits d'auteur, etc. Parce que pour le coup, c'est juste réutiliser les voix, c'est comme les musiques, c'est juste totalement illégal. Est-ce que le problème, c'est de ne pas avoir assez de pression sur les grandes plateformes pour se faire respecter ses droits? C'est-à-dire qu'individuellement, on est très faible, évidemment. Mais tu as raison, je pense qu'effectivement, c'est des organismes comme la SACEM, par exemple, pour la France, qui devraient surveiller que la SACEM, logiquement, si on utilise une musique et que ça permet de monétiser, logiquement, la SACEM, elle tombe sur la personne qui l'a fait et elle lui demande des droits, elle lui demande de l'argent. Donc ça devrait être pareil, nous on devrait avoir... non mais tu as raison. Absolument. On devrait demander à l'Adami ou des gros groupes comme ça, mais ça demande beaucoup d'argent, parce que j'imagine pour mettre en place ça. Il y a des moyens de le faire en effet, parce que moi par exemple j'ai une bande démo comédien où j'ai des extraits de films que j'ai tournés pour TF1 ou autre. Ma vidéo a été bloquée immédiatement, c'est-à-dire que TF1, ils ont un robot qui surveille tout ce qui se passe sur YouTube et compagnie et qui les alerte immédiatement et bloque les vidéos. Alors après tu es obligé de dire oui mais c'est moi dedans, donc j'aimerais bien avoir le droit de dire. Là ils te débloquent ensuite. Mais c'est TF1, ils ont des moyens et des accès à YouTube que Jean-Pierre ou Damien n'ont pas. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette association Les Voix, c'est pour se faire entendre, qu'il y a United Voice Actors aussi dans lequel on est intégré pour se faire entendre encore plus. Et c'est vrai qu'il va falloir passer à ce genre de choses. Mais c'est, enfin vous savez, c'est vaste Internet. Et puis surtout ça veut dire que, parce que reconnaître une musique,
c'est un premier. Je pense que c'est plus facile de reconnaître une musique que de reconnaître une voix. Je sais pas trop. Il paraît que les phonèmes, donc on appelle ça les phonèmes de chacun, c'est un peu comme une empreinte digitale. Il n'y en a pas deux pareils, il paraît. Mais bon, le problème c'est donc effectivement, mais il faut que je sais pas techniquement, j'y connais rien, mais peut-être que. On va utiliser d'autres IA pour reconnaître les voix. Peut-être. Une IA va contrer une autre IA. L'IA, c'est un outil en même temps. Hein. Tu peux. Mais ce qui va se passer dans le futur, c'est que le problème, c'est qu'ils vont créer des voix. C'est pour ça qu'on veut qu'ils soient obligés de donner une transparence de source. Oui, c'est qu'il est possible de créer une voix à partir de 30 voix différentes. Et donc après, aller là-dedans, dire tiens, cette voix, je reconnais mes intonations, alors qu'en fait, on a collé mes intonations sur la diction de Jean-Pierre avec la voix de Alain et. Ça va être compliqué, mais si peut-être qu'une IA pourrait détecter les 30 voix utilisées et dire vous donnez à 30 personnes des droits. Formidable. C'est-à-dire copier l'interprétation, c'est ça qui va être terrible aussi. Sans même le timbre, mais juste les intentions, c'est ça qui est vertigineux. Et s'ils sont obligés de donner leurs sources, ça les ennuie, parce qu'on va leur dire mais d'accord, mais comment vous avez fait pour avoir ça? À mon avis, ça va, ils vont commander. Ah bah non, on ne veut pas vous dire, c'est secret. Non, c'est pas secret. Quelles sont vos sources? Parce qu'aller piquer des vidéos, se piocher sur le net, c'est sympa, mais ça ne veut pas dire que c'est libre d'accès. C'est paradoxal. Tu pouvais garder le micro, mais c'est assez paradoxal. Mais du coup, ça me fait penser à autre chose. Je me suis toujours demandé, bon, je connais la réponse, mais pas d'autres. Mais vu que votre voix est une propriété, que vous doublez, vous interprétez différents personnages, est-ce que, comme les chanteurs, vous gagnez des royalties à chaque fois qu'il y a une diffusion d'une série, d'un film, ou autre? Comment ça se passe là-dessus? C'était le sujet d'une vaste grève il y a des années. C'était en 1994, donc ça nous ramène un peu loin. Non, il n'y avait aucun droit à une époque. Il n'y avait aucun droit. Les acteurs qui faisaient du doublage en avaient un peu marre parce que c'était une époque où la télé passait son temps à faire de la rediffusion et les comédiens travaillaient moins parce que les chaînes disaient bah non, on t'entend trop. Alors t'entends trop, d'accord, mais vous rediffusez encore Colombo, j'enregistrais ça il y a 30 ans, c'est bon quoi. Le mec il a envie de bosser quoi. Donc on a demandé des droits. Alors, ça a été un très lourd combat. Il n'a pas été tout à fait gagné, mais ils achètent les droits maintenant. Aujourd'hui, dans un système américain. Dans chaque contrat, lorsqu'on enregistre sur un doublage, on a une partie de droits qui représente des droits sur 10, 15, 20 ou 25 ans, qui représentent, je ne sais pas, 10% de notre cachet, qui est rajouté en plus de notre cachet, justement pour payer ces droits-là. Donc ça leur appartient, ça, ils ont le droit d'en faire ce qu'ils veulent pendant 10, 15, 20, 25 ans. Mais ils ne peuvent pas réinventer autre chose. Ça ne leur donne pas les droits de nos phonèmes, entre guillemets, pour le remixer dans autre chose. Ça donne le droit d'utilisation sur un produit précis. Ok. Tu avais une question? Oui, pour rebondir un peu sur IA, moi j'ai une question, parce que c'est vrai je crois que c'est abordé rapidement tout à l'heure, mais aujourd'hui, c'est vrai que moi j'ai déjà vu des vidéos où les voix, plutôt que d'utiliser vos voix pour faire d'autres textes, ils prennent les voix des acteurs originaux, ils les basculent en français. Est-ce que le vrai risque à terme, si vraiment ça devient quelque chose de poussé et de proche de la réalité, est-ce que le risque c'est même pas le fait qu'on utilise vos voix, mais que vos voix disparaissent totalement de la circulation, puisque beaucoup de gens de plus en plus aiment la VO. C'est vrai que la VF, ça reste, j'ai l'impression quand même d'être une niche. Je sais pas si tant de gens s'intéressent à ça, mais est-ce que le risque c'est pas que vos Avatar, disparaissent Avatar, le dernier, 90% la VF. Ouais. En fait, c'est pas du tout. Donc c'est pas une niche. C'est pas du tout une niche. Ils savent très bien qu'ils gagnent l'essentiel de l'argent en VF. Au cinéma, après sur les plateformes aujourd'hui. Alors sur les plateformes, je pense que je crois que c'est encore au-delà de 5%, c'est énorme. Largement. Tu crois qu'en fait les gens regardent en VF. Donc non, c'est la manne financière, elle est en VF essentiellement. On croit que c'est un épiphénomène, mais pas du tout. Les gens regardent en VF. Là où tu as raison, c'est que nous, on est identifiés sur certains personnages, donc ça va être plus difficile de nous remplacer. Si tout d'un coup, on entend la voix de Brad Pitt, même parler en français demain, ou la voix de Matt Damon, les gens vont être perturbés. Ceci dit, en effet, pour l'avenir, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que les acteurs américains garderont leur voix, entre guillemets, traduite en français, pour nous. Mais ça veut dire donc, parce qu'il faut revenir là-dessus, que ça sera contraire au visa d'exploitation. Le visa d'exploitation a été créé en France à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour protéger les Français et pour dire tout ce qui
tout ce qui est en français et diffusé en France doit être fait Doit par être des fait sur le Français territoire français. sur le sol français. Donc ça veut dire que dès demain, ça sera fait sur des serveurs américains avec une voix d'un Américain et plus du tout en conformité avec un visa d'exploitation. C'est pour ça que le doublage a été inventé, hein. C'était pour protéger la culture française. On a dit les Américains, ils voulaient arriver avec leur... Non, mais vous voulez vendre vos produits, ok, mais nous, on veut avoir notre part, et notre part, c'est de doubler en français. Voilà. Donc c'est sûr que si maintenant le doublage, il arrive directement des États-Unis parce qu'ils ont appuyé sur un bouton et que Brad Pitt se met à parler en français avec sa voix, ok, mais nous, c'est pour ça que c'est à l'État... C'est au ministère de la Culture, c'est à l'État français de savoir ce qu'il veut faire, quoi. Donc ça sera déjà en contrariété avec la loi actuelle. Et est-ce qu'on veut se laisser influencer par une culture étrangère au point d'abandonner la nôtre et de leur laisser faire ce qu'ils veulent de leur côté, c'est-à-dire leurs interprétations, leurs traductions, etc., etc. Parce que nous, on adapte les choses beaucoup en France. Quand vous avez des références à des joueurs de baseball que personne ne connaît, évidemment, nous, on les transforme. Alors déjà, il y a ça. Sur l'humour, sur plein de choses. Bien sûr, notre façon d'aborder les choses n'est pas forcément la même. Donc, je veux dire, très souvent, ça me fait marrer, mais les Américains, s'il y a un superviseur américain qui est là et qui vient superviser un doublage français, à partir du moment s'il ne connaît pas parfaitement la langue française, il ne peut pas juger le jeu du comédien, je suis désolé. Il ne comprend pas, il ne sait pas... c'est pas les mêmes intonations, c'est pas les mêmes finales, c'est pas les mêmes... Donc c'est pour ça que ça me paraît... on attend de voir qu'est-ce qui va se passer, parce que là, on voit des démonstrations on appuie sur un bouton, et puis l'acteur se met à parler toutes les langues. On n'est pas dans le jeu, là. On n'est pas en train de transmettre des émotions, on n'est pas en train de jouer des situations. Donc j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais si c'est excellent... L'adaptation, c'est important, quoi. Il a raison, c'est totalement important. Moi, j'ai un exemple concret avec Westworld. Westworld, il y a Emmanuel Curtil qui fait la voix de Mike Myers. Il racontait, un jour, quand je l'ai interviewé, il disait, mais en fait, le film, il est rempli que de références américaines, mais avec des stars qu'on ne connaissait pas à l'époque. Et en fait, c'est les nuls à l'époque, à la Chabat et autres, qui ont fait l'adaptation. Et ils ont mis plein de clins d'œil à nous, à ce qu'on faisait à l'époque, à Thierry Roland, Jean-Michel Larquet. Ils ont mis plein de trucs, mais qui allaient nous toucher. Ça, en parlant de présentateurs américains de sport qu'on ne connaissait pas. Donc ils ont adapté avec les trucs. C'est pour ça que c'est ultra important. Et peut-être que l'IA, je pense que l'IA, elle ne pourra pas le faire. J'ai un autre exemple concret et qui est très récent. On en parlait hier. Vous n'êtes pas sans savoir que Hasbro a décidé... à l'heure actuelle, je parle de la filière dessin animé, hein, attention, a décidé de redoubler par IA leur dessin animé. Donc ça veut dire qu'en ce moment, il y a la saison 2 de My Little Pony qui est entièrement redoublée en IA. Et ça donne lieu à des choses qui sont impensables, notamment des jeux de mots. Parce que l'IA, en plus de ne pas balancer l'émotion et autres et le jeu, elle n'adapte pas le jeu de mots. Et du coup, les jeux de mots qui sont en anglais, qui pourraient être adaptables en français avec une vraie adaptation, l'IA, elle va l'adapter littéralement. Et si vous regardez cette vidéo, vous allez voir, c'est des trucs qui sont n'importe quoi. Ils font des jeux de mots avec des œufs et des expressions, et l'IA, elle va directement dire œufs époustouflant. Tu vois? Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est pour ça que je dis, vous voyez la problématique, en fait, finalement, elle est là. Alors, ça peut arriver très vite, mais il faut faire très attention, quoi. Non, puis logiquement, un doublage, ça doit être un enrichissement. C'est-à-dire que les comédiens sur le plateau, si vous les laissez libres, ils vont inventer des choses supplémentaires de ce qu'il peut y avoir dans la VO. Parce que c'est un exercice de doublage, d'un seul coup, vous avez le temps vous pouvez refaire 15 fois une phrase, vous avez le temps de le faire sur un tournage. Bon, pour tourner une scène, on va pas... Je voudrais refaire telle phrase, c'est impossible, vous allez tourner la scène entière et tout. En doublage, vous pouvez le faire, vous pouvez enrichir, vous pouvez changer plein de choses. Vous pouvez rendre plus charmant un acteur, on peut apporter plein de choses, en fait. Ce n'est pas, je le redis, hein, pour moi, ce n'est pas, c'est sûrement pas du copier-coller, ça n'a aucun intérêt. Si l'IA fait du copier-coller, c'est nul. Messieurs, vous avez interprété beaucoup de rôles, beaucoup d'acteurs iconiques, américains et autres. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il vous est arrivé déjà d'avoir une préparation? C'est-à-dire vous préparez vraiment pour un rôle qui allait être assez difficile
ici, vous vous êtes rendu compte que ça serait un très très gros rôle. Est-ce que ça arrive aussi aux comédiens qui font du doublage de se préparer pour un rôle? J'ai une préparation extrêmement intense sur mon scooter en arrivant. Parce qu'il est vraiment doué. Non, mais moi, ça m'est arrivé. Non, mais ça m'arrive de. Tu fais des parfois. Non. Non, mais ça m'est arrivé de faire des vocalises dans. C'est pareil. Sous mon casque, dans un champ de mais ça, se chauffer la voix, c'est une chose. Quand tu vas attaquer un truc où c'est la guerre pendant tout le temps. Non, mais par contre, ce qui se passe, c'est que parfois, il y a des personnages, pour peu que le comédien que vous avez l'habitude de doubler, il ait fait une vraie composition un peu compliquée, tout ça, vous attrapez pas tout de suite le personnage. Il faut un peu de temps pour le trouver au fur et à mesure. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on commence à le doubler, on avance petit à petit, et puis une fois que vous l'avez attrapé, vous avez endossé le rôle, ça y est, vous l'avez chopé, entre guillemets, c'est ce qu'on dit, il arrive qu'on revienne doubler les premières scènes, parce que ça y est, on l'a attrapé, quoi. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsqu'on arrive le matin sur un doublage, on ne sait pas ce qu'on fait en général. C'est-à-dire qu'on est convoqué pour j'ai besoin de toi tel jour sur tel produit, on ne sait même pas ce que c'est. Et donc on découvre, et c'est le directeur artistique qui nous parle un petit peu du projet, nous raconte le personnage, donc on le découvre au moment où on va l'enregistrer. Donc la préparation est très rapide. Par exemple, j'ai une question pour The Voice. Oui. Est-ce que tu as lu après le comics pour t'inspirer un peu plus de Butcher? Pas du tout. Je ne connaissais pas le comics avant, je ne le connais pas plus après. J'ai juste regardé des images, mais pour moi ça m'évoque rien du tout par rapport à ce que lui fait, que je trouve beaucoup plus intéressant que la brute épaisse qu'on voit dans le comics, qui est un truc beaucoup plus mastoc et brutal. Alors que lui, il y a un humour où il y a quelque chose que je sens beaucoup plus fin, en fait, finalement, que dans la BD. En fait, en doublage, il y a un truc qu'il faut comprendre. Les comédiens qui ont l'habitude d'en faire ont souvent un feeling assez rapide de choper ce qui se passe à l'écran. Et voilà. C'est vrai, la plupart de ceux qui sont doués, et je pense que Jean-Pierre en fait partie. Non, mais il y a un feeling, il y a un bon feeling, il y en a qui attrapent très très vite et qui comprennent assez vite ce qu'il y a à jouer et ce qu'il y a à faire. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est bien. Est-ce qu'il y a une autre question pour le comédien? Oui. Ouais, oui, après vous parlez de IA et tout. En fait, ça va pas changer. En fait, ça va changer la vie de quelques personnes. Ça va pas changer la vie de tout le monde, en fait. Hein. On va en parler dans 5 ans. Ouais, on en parlera dans 3-4 ans, je pense. Bon, regardez, moi, j'ai même pas regardé. Je regarde même pas les infos. Je suis sur Netflix, Amazon Prime et tout. Je vous dis, je suis content quand même. Hein. Tu fais quoi comme métier? Hein? Tu fais quoi comme métier? Je suis. Après, je suis dans un ESAT. Je fais. Vous savez, les travailleurs handicapés? Ouais. ESAT, je fais 1 mois sur 2, cuisine et espace vert. J'espère que tu ne seras pas remplacé tout de suite. Ah non, ça serait chiant quand même la vie. Voilà, on est d'accord. Déjà, IA, ça fait penser à Matrix déjà. On est d'accord. Skynet, bientôt ça sera quoi? Ça sera. Mais il faut savoir qu'il y a déjà des robots qui commencent à être très très perfectionnés. Mais je préfère voir les gens, c'est mieux. Parce que... bien sûr, mais on ne te donnera pas le choix en fait. Ouais, mais si, on a le choix quand même. On est d'accord avec toi. Hein. On a toujours le choix. Hein. C'est-à-dire, si vous voulez prendre un dessert, une crêpe ou un gâteau au chocolat, vous allez prendre quoi? Le gâteau au chocolat, vous choisissez. Alors, tu sais que c'est très intéressant. Voilà, après, c'est dire le choix est pour tout le monde et tout le monde. Regarde, c'est ton choix à toi. Oui, tu vois. Mais tout le monde a des choix. Non, regarde, là, la problématique, c'est que c'est pas leur choix à eux. On décide pour eux. Tu vois ce que je veux te dire? Tu as un patron au-dessus, tu sais. Oui, mais après, ils ne peuvent pas décider que leur voix soit gardée. C'est là la problématique. Tu vois ce que je veux te dire? Ça vient d'au-dessous. Oui, mais après, c'est toute la France, toute l'Europe et tout. C'est leur choix aussi de décider aussi. Ah, là, voilà, là, c'est leur choix aussi aux gens. Mais pour qu'ils aient ce choix, ils sont obligés de diffuser ce genre de vidéos. Oui, mais ça, j'ai compris. J'ai compris, c'est comme les manifestations et tout, c'est pareil. Voilà, il faut bien gueuler pour que ça fasse quelque chose. Tu sais qu'on est dans un pays où on a l'habitude des manifestations. Crois-moi, on sait ce qu'on fait, hein. T'inquiète, t'as pas de soucis. Ok.
Merci à toi. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Une question. Un petit point chacun. Ils ont tourné beaucoup de séries, de personnages et tout. Lesquels ils ont préféré Avec des acteurs, tu veux dire? Des affinités? Quels sont les acteurs qu'on préfère doubler, c'est ça que tu me poses? Ouais, enfin les personnages dans... Plus le rôle du personnage. Ah, les personnages plutôt. Ouais. Non mais... Alors, il y en a beaucoup, je veux dire, on en a fait beaucoup. Moi récemment, dans ceux que j'aime bien faire, c'est en effet Butcher dans The Boys, parce qu'il a une certaine licence qui lui permet d'aller très loin dans ce qu'il a à faire et qui est assez plaisante pour nous en tant que comédiens, pour pouvoir se laisser aller à des excès auxquels on n'a pas souvent accès. Oui, moi je passe mon tour. Non, je n'ai pas de préférence. Ce que j'aime justement, c'est la variété et qu'on te propose. Tu chantes un petit peu, pourquoi? La variété, toi tu... Ah oui, la variété, je chante la mais j'aime bien que ça soit varié. Voilà, mais voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, pourquoi? Bien sûr. J'y pensais parce que Jean-Pierre, tu en parlais justement sur les excès, parce que ça me faisait penser dans les excès de doublage, notamment il y a eu une période, alors je sais plus si c'est années 90, il y a énormément avec le Club Dorothée, etc., énormément d'animés japonais qui sont arrivés, notamment des animés très violents, donc moi je pense forcément à des animés comme Survivant, Garçon, City Hunter. Et où il y a eu vraiment, pour atténuer, je crois que c'était Brigitte Lecordier qui le disait, pour atténuer un petit peu la violence, d'avoir des voix un petit peu loufoques, entre guillemets. Ouais. Et je me disais ça, est-ce que maintenant c'est encore possible dans les comédiens de doublage? Est-ce que c'est possible? Ou il y a des réglementations, ou je sais pas, le directeur sur le film? Qu'est-ce qui est possible? De changer? De modifier un peu pour radoucir les scènes. Pour radoucir, mais pour apporter vraiment peut-être quelque chose, un caractère peut-être un petit peu différent de la voix bien sûr. originale. Non mais attends, ce qui se passe, par exemple, on parle toujours, je voudrais le dire parce que c'est quand même la vérité. De temps en temps, on double des films américains où les acteurs sont pas bons. Faut pas croire qu'ils sont tous très bons, c'est pas vrai. Donc il y en a des très bons, il y en a des pas bons. Quand ils sont pas bons, c'est beaucoup plus dur d'ailleurs à doubler que quand ils sont bons. Regardez et on nous demande. Excellent. Non mais on nous demande, on change le jeu, on modifie, on essaye de les améliorer puisqu'on a le temps de le faire en studio. Si on est capable, si on y arrive, je ne peux pas, voilà. Donc oui, on peut tout à fait. Après, il y a des clients qui demandent, c'est comme ça, paraît extraordinaire, mais il y a des chaînes qui achètent des séries très osées et qui veulent pas que ça soit osé. Alors après, tout est gommé sur le plateau. Alors on enlève tous les gros mots, bon ça c'est autre chose. Quoi. Bon alors faut pas parler d'alcool alors qu'on les voit en train de picoler l'image, mais bon voilà. Alors on dit serre-moi une boisson forte s'il te plaît. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça c'est des demandes de chaîne. Parce qu'évidemment, faut pas faire l'apologie. Bon, ouais. Ou de la drogue, c'est pareil. Tiens, je prendrais bien un petit peu de poudre, non, un peu de farine pour mon gâteau. Non, mais une fois ils avaient acheté une série où c'était que ça se passait dans un bar, ils passaient leur temps à picoler, ils n'avaient jamais le droit de dire le mot bière, alcool, et c'était extraordinaire, on se demandait pourquoi ils avaient acheté cette série. Enfin, donc oui, voilà, ça prouve qu'on peut modifier, voilà. Mais surtout, il faut bien considérer ce que c'est vrai, parfois, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais parfois les films sont très mauvais, qui ont été achetés, et on les double, on essaye de les rendre plus drôles. Je sais pas, par exemple, il y a une petite spécialité là-dedans, c'est à partir dont on va l'attaquer d'ailleurs en septembre-octobre, c'est les films de Noël. Non, ça marche à fond les films de Noël. Les téléfilms de Noël, ça c'est un vrai cadeau. Ah non merci, c'est bon, c'est bien. Les gens les adorent à tel point que maintenant les Français tournent des téléfilms de Noël. Ouais. Jean-Pierre, tu le sais pas encore. Mais quand on les voit arriver, on se dit oh là là, il y a du boulot là-dessus, parce que là il faut relever le niveau. Et donc on essaye en effet d'apporter une plus-value, en général, on y arrive parce que c'est pas difficile. Encore que, moi je trouve que c'est beaucoup plus difficile de doubler un acteur mauvais qu'un bon acteur. Mais pour le coup, il y a vraiment des trucs très mauvais, quoi. On est obligé de remettre un peu au niveau, et heureusement qu'on est là. Alors justement, tu parlais d'acting, des acteurs mauvais qui parlent. Est-ce que vous, en tant que comédien, justement en doublage, il y a des langues qui sont beaucoup plus difficiles pour vous
Notamment, je pense des langues comme le coréen, peut-être, le chinois, l'allemand. Est-ce qu'il y a des difficultés sur certaines langues? Toutes les langues qui ne sont pas latines comme les nôtres sont des langues très étrangères. Évidemment, à l'extrême, toutes les langues asiatiques, mais même l'allemand commence à être une langue un peu compliquée quelquefois parce que c'est très guttural, c'est des appuis un peu différents. Donc en effet, toutes les langues qui ne sont pas latines ou anglophones, qui sont plus proches de nous, sont plus compliquées. Dès que les codes de jeu sont différents des nôtres, forcément c'est pas facile, il faut s'adapter. Quand on entend un japonais, il fait japonais. Et ça veut dire je t'aime ma chérie. Bon, pour nous c'est pas facile. Les japonais c'est très, très compliqué. Je t'aime ma chérie, bravo, d'accord, ok. Je t'aime ma chérie. Mais tu ne peux pas faire l'inverse non plus, c'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen terme entre les deux, et ça peut être compliqué. Très bien. On va prendre une dernière question, puisque le temps passe très très vite. Est-ce qu'il y a une question pour Damien? Pour Jean-Pierre, si vous voulez. N'hésitez pas. Si vous ne savez pas, si vous voulez. Eh bien, alors, oui. Non, je sais pas. Il y a une Oui, ce gratte-l. Oui, moi j'ai une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des impératifs en termes de doublage qui aient fait que vous ayez refusé de doubler, ou alors que peut-être le doublage n'ait pas été que vous ayez dû changer certains moments de doublage parce qu'il y avait tel ou tel impératif? Tu veux dire qu'on n'était pas libre? Oui, voilà, demander certains impératifs de la part des... Ce qui rejoint un peu la question de... Tu veux dire qu'ils ne voulaient pas nous payer correctement? Non, vous, est-ce que vous avez des problèmes d'éthique? Vous avez déjà refusé des rôles parce que c'est des rôles qui ne correspondaient pas, parce que vous pensiez que vous seriez... Non, ce qui est arrivé, c'est que parfois ils veulent changer la voix d'un acteur et que l'ensemble des acteurs français trouvent ça, ne sont pas d'accord, refusent d'aller passer les essais pour remplacer un copain. Ça, Dixit, le Friends, que tout le monde connaît, le changement. Moi j'avais été appelé, justement, j'avais refusé directement de faire parfois, il y a des trucs comme ça. Alors parfois on peut refuser en se disant bah non, d'habitude c'est machin qui le double, pourquoi est-ce que. Bon bref. Ça c'est possible. Après des impératifs. Quelquefois, alors, là c'est des impératifs personnels, c'est vrai qu'on a des vies et on ne fait pas que du doublage. Donc là par exemple, moi je pars à Avignon pour jouer au festival. Et un Brad Pitt arrive à ce moment-là. Et je suis en résidence un petit peu avant. Et il y a le film de Brad Pitt qui arrive. Et du coup je vais le faire. Wolf. Et du coup c'est Damien qui va le faire. Mais du coup non, ils se sont débrouillés gentiment, mais parce que je leur impose un peu le truc pour le faire juste avant mon départ. Oui, ça peut y avoir des impératifs de planning, ça c'est sûr. Et quelquefois, ça m'est arrivé aussi, il faut absolument que, et donc on nous fait revenir, parce qu'on est à l'autre bout de la France, pour faire 3 boucles dans un truc où il y a absolument besoin de telle voix ou de telle personne qu'on fait, ça peut arriver aussi. Merci pour ta question. Messieurs, dames, veuillez applaudir s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez les retrouver